pour celles et ceux qui nous font le plaisir de nous rejoindre ce matin. La date n'a pas été choisie de manière anodine. Nous sommes le 11 février 2021. Je suis Nicolas Karadziewicz et je vais avoir le plaisir ce matin, pour la troisième fois, d'animer ce webinaire consacré à l'accessibilité 16 ans après la promulgation de la loi du 11 février 2005 relative à la citoyenneté, à la pleine participation des personnes handicapées dans la société et donc plus largement à l'égalité des chances. J'aurai le plaisir de vous présenter nos intervenants juste après. Juste pour vous dire que ce matin, nous sommes là, et non pas ce soir, mais à l'invitation de l'APHPP, l'Association nationale pour la prise en compte du handicap dans les politiques publiques et privées. Et je vais, sans plus attendre, laisser la parole à Mathieu Annereau, qui est le président de cette association. Mathieu, je te laisse dire un petit mot d'introduction. Merci Nicolas et bienvenue à toutes et tous dans ce webinaire dédié donc à l'accessibilité, accessibilité universelle, comme tu le disais, 16 ans après la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits, des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, qui portait une vraie ambition sur l'accessibilité, notamment qui éditait l'ambition d'une France accessible 10 ans après, à l'horizon 2015. Donc, on a souhaité organiser ce webinaire et merci aux intervenants qui prendront la parole tout à l'heure pour dresser un constat de la situation aujourd'hui, 16 ans après cette grande loi, et voir comment on peut aller plus loin. Il y a sans doute, on le verra tout à l'heure, nécessité et besoin d'aller plus loin, on n'en doute pas. Pour vous présenter également très brièvement notre association, la PHPP, dont vous trouverez les détails la concernant sur notre site internet www.aphpp.org. L'association a été créée en septembre 2017. Elle regroupe des acteurs de la vie associative, économique, politique, et nous œuvrons à placer justement la question du handicap et de l'accessibilité au cœur des débats politiques et économiques en France, en créant des synergies justement entre ces différents acteurs, que ce soit au niveau national, mais également sur les différents territoires, grâce à nos correspondants locaux, dont vous trouverez justement la liste sur notre site internet. Et si vous souhaitez également nous soutenir, nous rejoindre, nous accompagner, eh bien, nous vous invitons à faire une démarche par le site internet pour être des nôtres, qui sait, demain. Merci Mathieu. Alors, on aura l'occasion tout à l'heure de t'entendre également sur la table ronde qui va suivre. On est ensemble jusque midi ce matin, même si en tout cas, on va essayer de tenir les délais parce qu'on a beaucoup de choses à dire. On a un certain nombre d'invités ce matin, à commencer par notre grand témoin que je vais accueillir juste après. Une table ronde avec effectivement un certain nombre d'acteurs qui vont pouvoir justement nous donner leur vision de l'accessibilité, de la mobilité, notamment aujourd'hui en 2021. Et puis, on aura tout à l'heure une intervention plutôt axée logement avec Jean-Paul. Et puis, on vous parlera également d'un beau projet qui est porté par Béatrice et Olivier. Au-delà de ça, vas-y, je t'en prie Béatrice, c'est ce que j'allais te laisser la parole pour les infos pratiques justement. Merci Nicolas. Du coup, ce webinaire est accessible en LSF et en sous-titrage grâce du coup à notre partenaire Axéo qu'on remercie. Donc n'hésitez pas à épingler en fait pour ceux qui en ont besoin leur fenêtre. Monsieur Plouchard. Nous souhaitons aussi, donc il y aura un temps d'échange à la fin, et donc on vous demande de ne pas allumer vos micros afin de ne pas interagir ou entendre des bruits de fond qui peuvent être dérangeants. Donc, merci de couper tous vos micros. On vous donnera en effet la parole à la fin du webinaire. Merci beaucoup et bon webinaire.
Merci Béatrice. Et dans tous les cas, hein, si vous avez envie d'interagir pendant les échanges, vous avez le chat qui est à votre disposition. Et puis on fera un petit détour du côté alors avec Sandra pour voir s'il y a des questions durant le webinaire pour nos intervenants. Et je pense notamment à Riyad qui est avec nous, mais qui devra nous quitter un petit peu plus tôt. Et d'ailleurs, la transition, elle est toute faite parce que je vous parlais d'un grand témoin il y a quelques instants. Et l'idée, c'est aujourd'hui de se poser cette question. Hein, voilà, Mathieu le disait tout à l'heure, l'accessibilité, la mobilité. Riyad Salem, bonjour, bienvenue. Vous êtes multi-champion, multi-engagé, actif en tout cas sur cette question de l'accessibilité. En fait, la première question que j'ai envie de vous poser ce matin, c'est 16 ans après, est-ce que la France est accessible? Oula, question qui peut être houleuse. 16 ans après, beaucoup d'efforts ont été faits, mais la France n'est toujours pas accessible malheureusement. Et surtout qu'on va plutôt axer aussi sur l'accessibilité universelle, parce que souvent on parle de l'accessibilité du bâti avec les fauteuils, avec une certaine population, mais c'est vrai que l'accessibilité universelle, elle concerne tout le monde et je pense que c'est l'avenir de tous parce que ça ne concerne pas que le handicap, mais vraiment toutes les personnes qui ont besoin aujourd'hui d'avoir une mobilité pacifiée, que ce soit les mamans avec les poussettes, les livreurs, les entrepreneurs qui portent des choses, voilà, les personnes âgées. Donc voilà, je pense que non, nous ne sommes pas malheureusement au rendez-vous. Et un petit bémol, un petit message très personnel avec cette loi Elan qui fait qu'aujourd'hui, on passe de 100% de logements neufs accessibles. On a même reculé symboliquement et au niveau des lois. Oui, et oui. Donc voilà, je ne peux pas dire qu'on est accessible. Mais par contre, je salue tous ceux qui ont fait l'effort, les collectivités, les entreprises, les petits commerçants qui ont quand même fait des choses assez incroyables. Mais je pense qu'il faut qu'on réfléchisse vraiment à cette loi qui pourrait peut-être être bonifiée pour peut-être avoir une gradation d'accessibilité, même si on ne peut pas être dans l'idéal, mais avoir des choses où on peut, que ce soit visiter en fauteuil ou quand on a un handicap sensoriel, qu'on puisse avoir des outils qui nous permettent, peut-être des outils mutualisés ou des outils mobiles qui permettent quand même l'accessibilité de manière factuelle. Alors, on en avait discuté ensemble lors d'un précédent webinaire, c'était, je me souviens, en juin dernier, à l'initiative de l'Association française des professionnels de l'accessibilité. Cette notion de conception universelle, moi, c'est un sujet que je connais bien, que je porte sur le plan professionnel, en sachant qu'on a une échéance, et on y reviendra tout à l'heure peut-être avec l'ADMA, finalement, cette échéance des JO de Paris, des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, c'est une vraie opportunité. Mais comment est-ce qu'on fait concrètement puisque effectivement, voilà, j'entends bien le constat, la France n'est pas accessible. Qu'est-ce qu'on fait concrètement d'ici 2024 ? Ben c'est toute la question. Je pense que ce type de rendez-vous comme les vôtres, ils sont fondamentaux parce que ça nous permet de se repositionner, de remettre le curseur au bon endroit. Il y a des solutions, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Évidemment, il faut les encourager, mais on a des choses aussi un peu symboliques comme l'accessibilité du métro parisien qui ne sera pas pris en compte, même si on souhaitait dans les délais. Est-ce que peut-être avec 2024, ça va enclencher des choses ? Puisque aujourd'hui, on a une politique aussi des transports en commun parce qu'on veut réduire l'impact de la voiture sur notre environnement. Mais comment on fait pour les personnes qui malheureusement ne peuvent pas prendre ces transports en commun ou qui sont trop peu? Donc, je pense qu'il y a un choix intelligent à faire qui est que, évidemment, les transports en commun aujourd'hui qui sont présents, il faut les rendre accessibles. Il faut peut-être multiplier les transports en commun, peut-être comme certaines villes qui ont fait les transports gratuits, ce qui permettrait peut-être d'avoir moins accès à la voiture et une grande partie de la population qui a des petits soucis de mobilité pourrait aussi utiliser. Donc là, c'est complexe. Je pense que sur le bâti,
on peut essayer de surfer sur la vague de 2024. J'ai fait 6 jeux. À chaque fois, il y avait un avant, un après les jeux sur l'accessibilité. Et au-delà de l'accessibilité du bâti, sur l'accessibilité, il y avait une culture de l'accessibilité, une culture du handicap qui se mettait en place dans l'esprit du grand public. Donc, il y avait aussi une accessibilité qui était sociale, qui était relationnelle, qui se mettait en place. Et ça, c'est quelque chose de magique. Et ça, c'est là-dessus que je pense qu'on va surfer. Une fois que la population, que le peuple français sera convaincu que cette accessibilité, elle ne nous concerne pas seulement, elle concerne pas seulement les personnes handicapées, mais qu'elle les concerne. Pour nous, c'est peut-être vital ou c'est peut-être indispensable, mais pour eux, c'est un vrai confort. Alors, je reviens rapidement sur la loi parce que finalement, on a un problème qui est probablement très français au-delà de la question de l'accessibilité. Finalement, on a fait une loi en 2005 pour légiférer sur les questions d'accessibilité, en tout cas pour impulser une dynamique. On s'aperçoit encore aujourd'hui que cette question d'accessibilité, c'est souvent, alors voilà, je parle d'expérience et je pense que beaucoup seront d'accord avec moi, c'est souvent un peu la dernière roue du carrosse. Et finalement, voilà, qu'on s'adresse à un commerçant, à une collectivité, à un gestionnaire de transport en commun, ils vont travailler souvent en lisant les réglementations et l'usage dans tout ça. Donc, est-ce que finalement, il n'est pas important, nécessaire, selon vous, de changer de paradigme et de se dire que finalement, on va d'abord penser avec les usagers, les utilisateurs, les clients, les citoyens, en s'appuyant évidemment sur la réglementation, plutôt que de dire, bah, voilà, la loi, elle est faite comme ça et il faut qu'on la respecte. Votre avis un petit peu sur ce sujet-là? Alors, je suis complètement d'accord, évidemment, l'usager est le premier concerné, sauf qu'on a un souci. Alors, je prends mon exemple. On vient de remporter, il y a 1 an et demi, 2 ans, réinventer Paris 2. Et on a la cité universelle. La cité universelle, on a fait le choix dès le départ de tout axer sur la notion d'accessibilité universelle. Et on se retrouve face à une réalité qui est que les réglementations s'entrechoquent, s'opposent des fois entre les réglementations environnementales et les réglementations sécurité. On n'arrive pas, on est en difficulté pour placer notre accessibilité. Donc c'est aussi assez complexe. Je pense qu'il faut vraiment que cette loi évolue. Quelle est la priorité? Quel choix de civilisation on fait? Parce qu'évidemment, la sécurité est importante. Mais est-ce qu'on ne peut pas réfléchir à la sécurité aussi, comme vous l'avez dit, avec le point de départ qui est l'accessibilité, l'accès à tous, puisqu'on est quand même, nos valeurs républicaines, c'est liberté, égalité et fraternité. Comment on établit cette égalité alors que des réglementations fait qu'on ne peut pas, par exemple, mettre une rampe ou mettre quelque chose d'accessible parce que la sécurité s'impose. Donc voilà, il faut qu'on arrive à se dire que ce soit sur la sécurité ou sur l'environnement, il faut qu'on arrive non pas à mettre en opposition, mais à allier les deux. Et juste pour revenir sur la loi de 2005, la loi de 2005 a mis énormément de budget au démarrage. Sauf qu'on a aussi une culture dans notre pays qui est, on est un peu attentif. Donc, on regarde les choses se passer. Et sauf que quand on arrive en 2008, on a la crise économique. Donc, tous les budgets qui étaient positionnés pour la mise en accessibilité de lieux, de sites, de toutes nos organisations, nos infrastructures, cet argent-là, en 2008, il disparaît dans la crise. Et après, on arrive en 2015 et on n'a pas respecté cette fameuse échéance. Donc, et après, on nous redonne des prolongations, on va dire, et heureusement, parce qu'une loi qui n'est pas appliquée, elle est éliminée. Donc là, on a été sauvé par le gong avec un truc un petit peu alambiqué, mais qui accompagne qui? C'est ça aussi le problème. Comment on accompagne quand on fait une loi? Comment on accompagne cette loi pour que sur le terrain, elle soit factuelle et elle existe? Aujourd'hui, on a des lois, tout le monde ne maîtrise pas ces lois, et on a quelques personnes qui souhaitent peut-être, mais ils ne savent pas comment faire financer le projet, comment avoir les bons interlocuteurs, où sont les architectes experts ou les spécialistes de l'accessibilité universelle. Et ce n'est pas évident. Même dans les écoles d'architecture, le temps qui est consacré à l'accessibilité est ridicule par rapport aux enjeux et par rapport au projet de loi. Donc voilà, c'est un choix de civilisation et je pense qu'il faut, au-delà de la loi simplement, il faut accompagner cette loi, il faut communiquer, il faut former des jeunes architectes, il faut former des spécialistes, des experts du sujet, des médiateurs de l'accessibilité dans les collectivités pour qu'on puisse avoir un référent sur lequel s'appuyer, comme on le fait par exemple dans le monde de l'entreprise. Le monde de l'entreprise, quand on leur a imposé les 6% de personnes handicapées, ils ont créé des missions handicap. Nous n'avons pas de mission
dans les collectivités des missions spécifiques à l'accessibilité universelle. Alors, ça soulève un certain nombre de points, hein, ce que vous disiez à l'instant sur la transversalité. Aujourd'hui, et je poserai peut-être la question à Julia Zucker tout à l'heure, sur finalement aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut mutualiser finalement les moyens, notamment financiers, dans le cadre de France Relance sur la rénovation énergétique des bâtiments en lien direct avec l'accessibilité, parce que je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus. Et puis, au-delà de ça, et ce sera peut-être une question aussi que je poserai à Sandra tout à l'heure, sur l'impact finalement des crises aujourd'hui, que ce soit la crise de 2008 ou celle qu'on connaît, en tout cas qu'on a connue, crise sanitaire l'an dernier, sur justement les travaux d'accessibilité. Mathieu, est-ce que tu as éventuellement une question à poser à Riyad? Ouais, je vais juste rajouter quelque chose. Je Attends, vous en Mathieu, prie. vas-y, pose ta question et je rajouterai après. Excuse-moi. Alors, déjà, merci encore, Riyad, d'être là. Bravo pour ton intervention. Je pense que tu as mis le point vraiment sur le doigt sur l'élément clé, qui est d'acculturer la société française à cet enjeu d'accessibilité universelle. Puisqu'historiquement, cette loi de 2005, qui était une formidable avancée, du coup, s'adressait aux droits des personnes handicapées. Donc, sous-entendu que l'accessibilité était un droit, ce qui est le cas, mais uniquement pour les personnes handicapées. Et aujourd'hui, on est à un moment où la société tout entière doit s'emparer de ce sujet-là. Comment on peut le faire selon nous, selon nos préconisations? Ça serait en effet on en reparlera certainement tout à l'heure, de redéployer un système d'ambassadeurs d'accessibilité sur le territoire, de faire en sorte que l'héritage d'en effet de Paris 2024 profite à l'accessibilité universelle pour acculturer le grand public à ça, et d'un point de vue politique, pour bien mettre en place et faire en sorte que ce sujet dépasse strictement le sujet des personnes handicapées, eh bien, sans doute, et en tout cas c'est notre souhait, inscrire dans la Constitution française ce principe d'accessibilité universelle. Vous savez que le président de la République, et tu le sais bien, Riyad, que le président de la République souhaite que le principe de la préservation de l'environnement soit inscrit dans la Constitution française, et c'est une avancée notable et forcément qu'on ne peut que soutenir. Eh bien, on pense également, et on aimerait bien t'entendre là-dessus, sur ce que tu en penses, que ce principe d'accessibilité universelle y soit également mentionné. Je partage complètement et je pense que c'est là-dessus aussi qu'on peut se rassembler. Hier, j'étais avec les canaux qui souhaitent aussi traiter ce sujet de l'accessibilité universelle avec une équipe d'experts pour avancer et peut-être faire aussi évoluer les lois, puisque je vais revenir sur cette histoire de loi parce que c'est fondamental. Aujourd'hui, notre loi autorise des entreprises ou des structures à avoir des dérogations parce qu'une partie de leur immeuble ne peut pas être mis en accessibilité, ou le métro, ou je ne sais quoi. Et donc, à partir du moment où cette loi vous dit que vous pouvez ne pas rendre accessible tout le site parce qu'il y a une partie, déjà, c'est dommageable. Alors que si on se dit, bah, très bien, cette partie-là, les experts ont considéré que c'était trop coûteux, trop dangereux, je ne sais quoi, mais le reste, vous pouvez le rendre accessible. Déjà, si on arrive à faire ça, on gagne du terrain. Après, sur les lois, je reviens sur des trucs, mais basico-basiques. Aujourd'hui, vous avez un chien guide d'aveugle, vous avez un chien d'assistance. Vous ne pouvez pas rentrer dans certains lieux parce que les vigiles ne sont pas au courant de la loi. Ils ne sont pas formés. Donc, dans les formations de sécurité, dans les formations d'accueil, dans les formations, il faut que ces lois-là, elles soient présentes, qu'on explique aux gens qu'une personne avec un chien guide d'aveugle a le droit de rentrer dans une salle de spectacle, dans un gymnase, dans un commerce. Et que, bah, évidemment, la loi, bon, avec la crise sanitaire, certaines personnes ne peuvent pas porter de masque parce que s'ils ont une myopathie, que leur voix est trop courte et elles ne peuvent pas donner des consignes à leur chien, ou pour des personnes qui sont déficientes visuelles, ça crée un déséquilibre parce que les sens qu'elles développent ont besoin d'avoir tous leurs sens. Donc voilà, c'est des choses comme ça, je ne sais pas moi comment on peut se rassembler autour de ça, mais faire inscrire ça comme la loi environnementale, je trouve ça excellent. Mais pas juste inscrire dans les lois, c'est qu'est-ce qu'on met en place derrière pour que ça existe, pour que ça soit efficient, que ça soit factuel. C'est ça, moi, mon questionnement, c'est comment est-ce qu'on lance tout un programme de communication, qu'est-ce qu'on fait avec, je ne sais pas, les médecins,
Est-ce qu'on forme un peu les médecins? Moi, j'ai des copines qui ne trouvent pas de gynécologue parce qu'elles sont paraplégiques et elles doivent retourner à l'hôpital. Mais qu'est-ce que c'est que ce monde où, à un moment donné, pour des choses qui sont simples, on est obligé de retourner dans un univers de malades ou de blessés alors qu'on ne l'est plus? Et il faut remettre ça en place, il faut remettre des choses qui sont concrètes, factuelles, et il faut passer par ces écoles, par ces centres de formation, pour qu'à un moment donné, cette accessibilité, elle soit infusée dans leur cursus scolaire d'études et de formation. Et je pense que c'est de là qu'on va vraiment pouvoir poser les choses. Et Paris 2024 a fait évidemment de rendre le village accessible sur la base de l'accessibilité. Il faut qu'il rebascule. Vous m'entendez? Oui. Oui, on t'entend, oui. Donc, ils ont fait le pari. Et il y a eu, je pense, une structure qui a fait une notation maintenant sur l'accessibilité universelle. Donc, je pense qu'on peut aussi s'appuyer sur ce qui existe déjà, qui est méconnu de tous, quoi, quasiment, à part quelques petits experts qui maîtrisent un petit peu ces sujets-là. Donc voilà, il faut vulgariser cette notion d'accessibilité, il faut créer une culture de l'accessibilité universelle. Et je suis content que vous organisez ces choses-là et qu'il y ait des personnes à responsabilité qui peuvent porter un peu ce projet-là. Merci Riyad, parce que ça a du sens, hein. Vulgariser, je retiens vraiment ce sujet-là, parce que l'accessibilité souvent est perçue de manière très technique, réglementaire, etc. Et donc je pense qu'on a cette nécessité de former et donc de vulgariser cette thématique. Alors on va en parler avec nos invités, mais Riyad, si vous avez envie de réagir, vous n'hésitez pas à prendre la parole. Autour de cette table ronde, effectivement, qu'on a voulu ce matin, on est allé chercher finalement des personnalités qui, de près ou de loin, en tout cas, traitent au quotidien ce sujet de l'accessibilité. Et on va commencer. Alors, plutôt que de vous laisser vous présenter, je vais vous laisser en fait introduire le sujet chacun et chacune en répondant à la même question que j'ai posée à Riyad tout à l'heure, c'est-à-dire 16 ans après, la France est toujours accessible, et en commençant par accueillir Julia Zucker, qui est chargée de mission cadre bâti auprès de la déléguée ministérielle à l'accessibilité au sein du ministère de la Transition écologique et solidaire et du ministère de la Cohésion des territoires. Bonjour et bienvenue. Selon vous, alors du coup, voilà, je pose la question de la même manière, est-ce que 16 ans après, la France est accessible ? Alors, bonjour à tous. Déjà, est-ce que 16 ans après la loi de 2005, la France est accessible ? Je pense qu'on va dire que non, elle n'est pas accessible. En revanche, elle est plus accessible qu'auparavant. Et si on veut être totalement optimiste, elle n'a jamais été autant accessible. Et l'objectif, soit on regarde le verre à moitié vide, et dans ce cas-là, effectivement, on a largement de quoi discuter et critiquer et déplorer, ça c'est sûr. En revanche, il y a quand même une chose qui est importante à voir et qui est surtout importante à alimenter, c'est le fait que le verre se remplisse. Je ne reviendrai pas parce que je pense qu'on n'a pas le temps sur le recul ressenti par la loi Elan, mais je vais quand même prendre une minute pour rebondir dessus. J'entends parfaitement cette idée de recul, hein, de passer de ce stock de 100%, alors qui n'était pas un vrai 100%, mais sur ce stock-là de logements en rez-de-chaussée ou en ascenseur, qu'on passe de tous ces logements accessibles à seulement 20%, je vous rejoins sur la violence de la symbolique que cela a marqué. Cela étant, ça a été compensé par d'autres dispositions qui constituent là des avancées et qui viennent compenser ce 20%. Les logements évolutifs ne sont pas catastrophiques, ils posent un certain nombre de questions, mais ils maintiennent l'essentiel en matière d'accessibilité et d'adaptabilité des logements. Et là, on bascule vers cette question du vivre tous ensemble et d'être dans une
une logique d'élargissement au-delà du handicap et de la prise en compte d'une pluralité de profils. C'est ce fameux rabaissement de quelques centimètres, ce qu'on appelait, nous, le ressaut limité, qui ne voulait pas dire grand-chose dans la réglementation, à 0 centimètre en termes de ressaut pour une douche. Donc, on arrive à ce qu'on va appeler communément comme une douche à l'italienne, hein, dans les logements accessibles et évolutifs. Et là, typiquement, cette question de l'adaptabilité de la salle d'eau, dès lors que ce sera mis en place techniquement, parce qu'on a un vrai sujet là qui recoupe cette question de formation et de professionnalisation des différents acteurs qui interviennent à tous les niveaux dans la réalisation de notre cadre bâti, là je me focalise sur le cadre bâti, notre cadre bâti accessible. Ça va constituer une évolution et une amélioration majeure. Sur le fait de devoir modifier encore la réglementation pour rendre notre société toujours plus accessible, je ne suis pas certaine que ce soit la solution. La France dispose de l'arsenal le plus fourni en matière de réglementation, de loi, relative à l'accessibilité. Preuve est faite que ça ne suffit pas pour être parfait. En tout cas, être déjà très bon élève. On n'en est pas encore là. Et moi, je rejoins ce que Riyad disait tout à l'heure. Il y a un vrai enjeu en matière de formation. Si on est déjà à droit constant, et que on permet c'est pas on permet, c'est on fait en sorte que l'ensemble des acteurs s'approprient correctement ce qui existe déjà et l'appliquent correctement et avec pertinence, parce qu'on sait également un décalage entre cette réglementation théorique et la mise en œuvre pratique. On sait qu'il peut exister des salles de bain, je vais revenir dessus, du coup, qui sont conformes, mais qui sont parfaitement inadapté à l'usage d'une personne. On a donc un décalage entre la simple application théorique et une application pragmatique qui apporte une qualité d'usage. Donc, déjà là, si à un moment donné, on arrivait à concentrer nos efforts et à les augmenter sur la formation des différents acteurs et sur également permettre à la mentalité française de continuer à évoluer, je trouve que la loi de 2005 a également permis cela, de faire évoluer les mentalités, sauf que les mentalités, elles évoluent lentement. Voilà. Donc, alors je vois dans le chat qui paiera sur le logement adapté. Je suis entièrement d'accord avec vous. Quand je vous disais que ça suscitait d'autres questions, on est clairement là-dedans. Je suis d'accord avec vous, même si le logement accessible ne garantissait pas pour autant la livraison d'un logement accessible, puisque les travaux modificatifs qu'un acquéreur pouvait faire à l'achat permettaient de faire sauter cette accessibilité de fait initialement prévue. Je referme la parenthèse. Voilà, donc moi, je vais surtout, je vais m'arrêter là et je vais vous dire que, à mon sens, l'urgence, c'est de former et de continuer à faire évoluer la mentalité collective. Merci. Et je reviendrai vers vous tout à l'heure parce qu'il y a un autre sujet que Riyad soulevait également sur les données ou sur finalement, enfin, en tout cas, cette capacité qu'on a à donner l'information au-delà de former, mais d'informer aussi d'ailleurs l'ensemble de la société sur l'offre d'accessibilité. Je posais la question à Yann Jondeau, bienvenue. Vous êtes ambassadeur de l'accessibilité, alors ancien sportif et ancien maire de Longueuil en Bretagne. Yann, à votre avis, est-ce que la France, 16 ans après, est accessible ou si je veux reformuler comme le disait Julien à l'instant, est-ce qu'elle est plus accessible qu'avant? Alors, plus accessible, bonjour à tous déjà, et puis un grand plaisir. Plus accessible sûrement, parce que c'est normal, il y a une évolution, il y a des logements neufs, il y a plein de choses qui se font. Il y a une vraie détermination auprès des personnes qui vivent à proximité des personnes âgées, parce qu'il faut aussi avoir la notion des personnes âgées qui se rajoutent parmi notre population. J'aimais beaucoup ce que disait Riyad tout à l'heure.
En fait, on ne travaille pas pour un segment de population, mais pour toute la population. Ça, c'est vraiment très, très important. Avoir cette notion-là, c'est une notion citoyenne qui doit à tout prix être mise en avant. En ce qui concerne la loi de 2005, c'est vrai que pour moi, ça a été difficile parce qu'en fait, il y avait vraiment une espérance sur une date qui fait 2015. Et là, je vais rejoindre à nouveau Riyad et je pense que le 2024, les Jeux Olympiques, hein, que la France soit la nation des droits de l'homme, la nation du sport, mais qu'elle devienne aussi la nation de l'accessibilité, sera vraiment une grande identité positive pour la France. On a les moyens, on a les possibilités. Je reviens juste sur deux petites choses. Vous avez beaucoup parlé de formation. Moi, je parlerai plus de communication et de proximité. Aujourd'hui, il faut être capable de passer ces lois-là et de passer aussi la contenance de ces lois, mais aussi mettre en avant l'intelligence fonctionnelle de toutes les personnes qui participent à ces actions-là. Je parle des associations, je parle des politiques, je parle aussi des usagers qui vivent tous les jours le handicap. Et donc, moi, je pense qu'une communication entre l'État et les collectivités communes, PCI et comités de communes serait vraiment très importante. Et dans ce cadre-là, et c'est vrai que moi, je crois que l'évolution de la loi de 2005, c'est pas rajouter des lois, certainement pas, parce que ça fait un millefeuille administratif qui devient vraiment une catastrophe. Mais ça serait vraiment l'occasion aujourd'hui de mettre de l'humain dans cette action-là. On a vraiment des personnes très, très ouvertes, très, très disponibles et qui demandent juste à avoir un lien des unes avec les autres. Voilà. Merci Yann, et on viendra ensemble tout à l'heure justement sur l'humain en parlant justement des ambassadeurs de l'accessibilité, parce qu'effectivement on parle, voilà, alors au-delà de la communication, et j'entends que c'est un vrai sujet, il y a aussi effectivement cette question du vivre ensemble et de l'interaction entre les individus. Je vais laisser la parole à Sandra Bossard, qui est notre référente accessibilité à la PHPP, mais qui est aussi la présidente de l'Association française des professionnels de l'accessibilité pour les personnes handicapées. Sandra, est-ce que selon toi, la France est accessible 16 ans après ? Bonjour et merci Nicolas. Bonjour à tous. Alors oui, en effet, moi j'ai le plaisir aujourd'hui de représenter plus de 70 sociétés membres de notre association qui représentent l'ensemble de la filière accessibilité. Il s'agit de fabricants, de distributeurs, d'installateurs, de bureaux d'études, maîtrise d'œuvre, assistants à maîtrise d'ouvrage, des formateurs et des concepteurs et créateurs de solutions numériques accessibles. Et le constat, et je pense pouvoir porter la parole de l'ensemble des membres de notre association aujourd'hui, on agit tous parce qu'on partage les mêmes valeurs avec notre bâton de pèlerin sur le terrain, pour convaincre les gestionnaires d'établissements, les exploitants, les maîtres d'ouvrage que l'accessibilité n'est pas si compliquée que ça, ni si onéreuse. En fait, c'est ce que peut être le texte de 2005 à l'époque, qui était un texte d'obligation de moyens, a malheureusement peut-être donné l'impression que ça allait être coûteux, voilà, et donc c'est les raisons pour lesquelles certains ont préféré décaler dans le temps, reporter leurs aménagements. Alors, depuis 2014, l'introduction du principe de solution dite d'effet équivalent est formidable parce qu'elle nous aide avec les gestionnaires d'établissements et les maîtres d'ouvrage justement à réfléchir à la solution la plus appropriée à leur fonctionnement. Et ça, c'est génial parce que du coup, ça les oblige à s'impliquer sur le sujet de l'accessibilité, à se mettre à la place de leur clientèle et de leur public pour améliorer la qualité du service rendu à tous. Et là, c'est génial parce que lorsque finalement, on ne sait plus vraiment comment définir l'accessibilité, ou que ce mot parfois peut faire peur à certains, eh bien, lorsqu'on le remplace par le mot qualité, je crois que ça résonne mieux, en tout cas pour ceux qui se disent après tout peut-être qu'il y aura un retour sur investissement. Bah oui, le retour, c'est quoi ? C'est la satisfaction, la qualité du service rendu au sein de son établissement, et du coup, un moyen de valoriser, de se montrer comme singulier, comme faisant la différence par rapport aux autres, avec un atout supplémentaire pour voilà, montrer qu'il est prêt à accueillir tout type de public, avec des solutions qui parfois, il les aura avec nous mises au point vraiment en se creusant les méninges, et peut-être en améliorant encore d'autres aspects du service qu'il rend ou du produit qu'il veut délivrer. Ou bon. Et voilà, donc la qualité d'accueil, l'amélioration et surtout l'implication, c'est la clé pour que chacun trouve sa solution. Alors là où par contre, effectivement, on a une difficulté, un frein, mais qui pourrait devenir un levier, c'est que certes, beaucoup de réglementations s'entrechoquent, celle de la sécurité incendie notamment,
et en construction avec les dispositions environnementales. Néanmoins, voilà, dès lors qu'on a réussi à introduire ce principe de solution dite d'effet équivalent, il faut pouvoir admettre, lorsqu'on est une autorité qui donne son avis sur une construction ou un aménagement, il faut pouvoir admettre que si cette solution elle est présentée comme étant la meilleure pour son établissement, eh bien, allons-y, prenons le risque, acceptons-la, mettons un avis favorable et permettons à ceux qui vont la mettre en œuvre de véritablement l'exploiter, qu'elle soit éprouvée dans le temps par les usagers et qu'ensuite, si cette solution-là, elle fait partie de celles qui sont à retenir et pourquoi pas à déployer, à multiplier, eh bien, acceptons-la. Elle n'est pas précisément écrite dans le texte, dans la réglementation, soit, mais elle fonctionne et elle est efficace et elle permet d'accéder. Ici, lorsqu'il y a un obstacle, 3 marches, là, lorsqu'il y a une difficulté, une porte ou une absence de guidage ou une rupture de la chaîne de déplacement, voilà, et je crois qu'il y a vraiment un message à faire passer à ceux peut-être là qui nous entendent et qui auraient les moyens de faire passer cette notion. Nous, en tout cas, en tant que représentants de notre association, on veut vraiment montrer qu'il y a des choses qui existent, qui sont formidablement bien réalisées, qui fonctionnent super bien, qui ne sont peut-être pas suffisamment mises en lumière. Voilà, à nous de montrer tout ce qui fonctionne bien. Donc là, peut-être que l'heure est à la valorisation de ce qui existe. Alors, encourageons ceux qui sont bons élèves ou ceux qui finalement auront compris que l'accessibilité représentait finalement un atout majeur pour leur exploitation et qui s'en sortent et qui continuent à s'en sortir malgré la crise du coup. Vous voyez, on a tous été plus ou moins en situation de mobilité plutôt réduite en période de confinement et on a plutôt eu l'occasion de se mettre à la place de ces personnes qui se retrouvent bloquées chez elles. Et on a vu que certains exploitants avaient trouvé des solutions pour apporter le service jusqu'à nous. Bon, la livraison à domicile, etc. Bon, ça a permis quand même, je crois que cette crise aura permis une certaine prise de conscience et je veux croire que comme il est temps, et c'est maintenant ou jamais, justement de se réinventer en fonctionnement, en organisation, je veux croire qu'on va laisser l'occasion à ces innovations et ces aménagements, peut-être pas tout à fait réglementaires, mais super efficaces, à davantage voir le jour et à davantage se déployer, se multiplier. Voilà, Merci Sandra. C'était mon impression. Alors oui, effectivement, j'ai pas répondu précisément à la question. C'est bien sûr que oui, on est bien plus accessible qu'en 2005, mais bien sûr qu'on ne l'est pas encore assez. Voilà. Merci. Et finalement, alors il y a deux choses très très importantes dans ce que tu as dit, c'est que finalement, à partir du moment où on se pose cette question de l'accessibilité, est-ce que finalement l'accessibilité, alors c'est une question que je pourrais poser à nos invités, c'est pas finalement un des axes de l'expérience client lorsqu'on s'adresse à un commerce ou à une entreprise. Et Dieu sait que je pense qu'aujourd'hui, on a tous des besoins spécifiques, quels qu'ils soient, et l'accessibilité est un de ces besoins spécifiques. Et comme le disaient Yann et Riyad, si on pense à l'ensemble de la société en intégrant finalement cette question de l'accessibilité, je pense qu'effectivement, oui, on pourra aller un petit peu plus vite et plus loin. Au-delà de ça, Sandra, ce que tu disais de manière… Oui, vas-y, je t'en prie. Parce que ça me tient à cœur aussi, c'est qu'effectivement, nous, alors on est nombreux à déjà partager ce point de vue et à être convaincus que c'est l'une des clés. Et on aimerait être encore plus nombreux, et c'est pour ça que, et là je pense que Julia pourra peut-être réintervenir pour nous confirmer que c'est une volonté aussi de déployer cette bonne parole un peu plus largement auprès des collectivités notamment, parce qu'on sait qu'il y a en matière territoriale, il y a des choses à mieux percevoir, quand on voit bien tout un territoire et tout son maillage, et donc justement cette chaîne de déplacement sur des villes et des connexions. Bref, si on veut vraiment parler de cité inclusive, je crois que si le dispositif d'ambassadeur de l'accessibilité est réimpulsé, redynamisé, nous en tout cas au sein de l'asso, on pourra tout à fait accompagner ces ambassadeurs pour les aider à justement convaincre toutes ces personnes qui ne sont pas encore tout à fait accessibles aujourd'hui et qui n'ont qu'à être formés, sensibilisés, je vois c'est le mot qui ressort le plus dans le fil de discussion, pour être accompagnés et arriver à une meilleure accessibilité. Voilà, c'est ces 2-3 mots-clés que je voulais relancer dans le débat pour que les personnes puissent continuer à échanger sur ce sujet. Et voilà, je me tais. Merci Nicolas. Ça a du sens et ça va me permettre de redonner la parole à Julia, effectivement, sur 2 sujets. Alors, il y avait, avant
effectivement cette question des ambassadeurs de l'accessibilité. Julia, je vous laisserai nous donner votre avis sur la question. Il y a aussi, au-delà de ça, un vrai questionnement, et Sandra l'a dit à juste titre, sur la communication, sur la valorisation, sur aujourd'hui comment est-ce qu'on fait finalement concrètement pour avoir accès à l'information d'accessibilité. Et là, encore une fois, je sais qu'il y a des choses qui existent, des choses qui se mettent en place. Je vous laisse nous en dire un petit mot peut-être Oui. et réagir à tout ce qui s'est dit. Alors, avec grand plaisir, parce qu'effectivement, c'était un des thèmes qui me tenait à cœur, et là, vous me le servez sur un plateau doré. Il y a, à mon sens, deux enjeux, deux axes majeurs. Cet axe de la formation, dont on a déjà largement débattu, et l'axe également de l'information. De la valorisation justement de ce qui a déjà été fait, de ce qui existe. Et là, pour le coup, l'État, on va utiliser les grands mots, on commence à se saisir de la question. Il serait temps, hein, vous me direz, mais c'est en cours, et il est question aujourd'hui de mettre en avant justement ce qui existe, et surtout de faire savoir ce qui existe. Au-delà des bons points et des mauvais points, des gens qui vont proposer des établissements recevant du public parfaitement accessibles, avec une qualité d'accueil de tous extrêmement positive. L'idée, c'est aussi de faire savoir aux personnes qui en ont besoin où est-ce qu'elles peuvent se rendre et dans quelles conditions. Est-ce qu'elles peuvent s'y rendre en totale autonomie? Est-ce qu'elles peuvent s'y rendre accompagnées? Ou est-ce qu'elles ne peuvent absolument pas s'y rendre? Et ça, de se donner la possibilité d'avoir une photographie, non pas seulement à un instant T, mais aussi de manière actualisée, pour permettre aux gens de vivre pleinement leur citoyenneté, c'est-à-dire de pouvoir organiser leurs déplacements et accéder aux lieux et aux prestations qu'elles peuvent, pour lesquelles, enfin, je me trompe dans mes pronoms relatifs, pour lesquelles elles vont pouvoir bénéficier, dont elles vont pouvoir bénéficier, pardon, c'est extrêmement important. Alors, il y a des initiatives qui existent, tout un tas d'initiatives depuis des années. Il y a tout un tas d'acteurs qui se sont saisis de la question et qui soit proposent un accompagnement auprès de gros gestionnaires de patrimoine, qui soient publics comme une collectivité ou privés. Par exemple, vous prenez des enseignes, des enseignes, des marques comme la Maïf ou la Poste, etc., qui se mobilisent là-dessus, sur ces sujets-là. On les accompagne, certains prestataires les accompagnent pour faire savoir. Et typiquement, ces initiatives-là, l'idée, c'est, pour l'État, ça n'est pas de faire à leur place, mais c'est de réussir à l'État de rentrer dans la danse, de fédérer un petit peu tous ces acteurs et d'essayer de booster cette dynamique-là qui a besoin de s'accélérer. Et donc, on a créé une plateforme en open data, en open source, qui s'appelle Accès Libre. Et l'objectif, c'est de recenser les ERP du territoire, public comme privé, et d'y apporter un premier niveau d'information. Ce que j'entends par premier niveau d'information, ce sont les informations jugées essentielles par les personnes en situation de handicap avec lesquelles on a travaillé, pour organiser en amont un déplacement, une sortie. Ces informations, elles sont limitées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas exhaustives dans la manière qu'on va avoir de décrire un ERP, justement pour essayer de trouver un équilibre entre les attentes, les besoins des personnes en situation de handicap, et de l'autre côté, les profils de gestionnaires d'ERP qui, même si les mentalités évoluent, on n'est pas encore avec une adhésion franche et massive de l'ensemble des citoyens français sur l'importance de parler et de faire l'accessibilité. Nous, le pari qu'on fait avec Accès Libre, c'est justement auprès de ces gestionnaires d'ERP, leur faire la démonstration, que l'accessibilité, c'est pas si compliqué que cela, c'est pas si rédhibitoire que cela,
Ils ont, pour certains, beaucoup d'a priori là-dessus, et des a priori des fois négatifs, pour tout un tas de raisons. L'idée avec Accès Libre, c'est de faire tomber ces idées préconçues qui sont fausses, tout en apportant et en garantissant une information efficace et performante pour les personnes qui en ont besoin. Donc, c'est un jeu d'équilibriste. Ça ne suffira pas pour apporter l'ensemble des informations nécessaires, mais on estime que c'est un premier pas. Et ce premier niveau d'information, ce que l'on souhaite, c'est l'étendre à un maximum de RP et d'aller en collecter, du coup, ce stock total qui est considérable. Et un des leviers pour y parvenir, c'est de compter sur le collaboratif. Et il y a ce côté aussi, du coup, on répond à cet enjeu du vivre ensemble et de faire ensemble. ERP, établissement recevant du public, excusez-moi, je réponds vis-à-vis du chat, donc c'est les commerces, les cinémas, les écoles, etc. La différence entre Accès Libre et J'accède, on est sur effectivement un même créneau. Et pour vous donner donc une différence là, par rapport aux deux acteurs que vous citez, J'accède est un acteur historique. Ils vont bien plus loin dans les informations qu'ils mettent à disposition. Ils proposent des photos également. Et c'est là la limite que ce que s'est mis l'État. C'est-à-dire que nous, on est sur... L'objectif, c'est de collecter un premier niveau d'information, de mutualiser cette base de données et de la rendre commune à tous. L'objectif, c'est de créer un commun, c'est-à-dire un socle d'informations libre d'accès, gratuit et disponible par tous, pour tous. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de ne pas refaire ce qui existe déjà. Les acteurs historiques ont accompli un énorme travail, sauf que cet énorme travail, mis au regard de la masse des informations à collecter, on estime à 1,8 million de RP en France. Donc, 1,8 million, quand on est tout seul, j'entends le pool J'accède, un pool App & Go, un pool Picto Access, etc. C'est des données qui sont trop nombreuses pour pouvoir les collecter de manière exhaustive. L'idée, c'est du coup essayer de créer cette exhaustivité sur cette première strate d'information qui n'est pas totalement satisfaisante, mais qui constituera un précédent, enfin, pas un précédent, mais quelque chose d'unique en termes d'initiative, non pas unique en France, mais on a cherché un petit peu si ça se faisait ailleurs à l'étranger, et ça n'existe pas. On a Tour for All au niveau en Espagne, mais qui n'est pas parti sur cette idée de mutualiser et de collaborer, de faire collaborer l'ensemble des acteurs, puisque cette plateforme, même si elle est étatique, elle se veut collaborative. Et le parti que l'on prend, c'est que ça n'est pas que quelques personnes qui sont experts, parce que bureau d'études, parce que je ne sais quoi, qui seront en capacité de mettre à jour. C'est l'ensemble de la société française, de manière collaborative, avec un collaboratif positif, qui pourra faire cela. Voilà. L'accessibilité, c'est un sujet qui nous concerne tous, et c'est donc à tout le monde de se l'approprier. Voilà. Du coup, je réponds juste aux deux questions. Ça s'appelle Accès Libre. Je vais mettre le lien si vous le souhaitez. Elle n'est pas téléchargeable, ce n'est pas une appli, mais vous pouvez très facilement faire un petit raccourci sur votre téléphone. C'est un site qui est responsive, qui s'adapte à toutes les tailles d'écran et qui s'utilise de façon nomade. Et qui est, je présume, accessible, qui a été oui. accessible, oui. je n'en doute pas, lorsqu'on utilise un lecteur d'écran. Non, mais vous avez raison. Hein. C'est un vrai sujet pour nous. On l'a travaillé dès le début et un de nos objectifs, une de nos ambitions, c'est aussi de faire la démonstration que c'est possible de rendre un site accessible. Notre code source, il est en open, enfin, il est ouvert. Et notre objectif, c'est aussi que les gens viennent le récupèrent aussi tout ce code déjà préconçu de manière accessible pour que ça diffuse au maximum. Merci à vous. Riyad, avant que vous nous quittiez, qu'est-ce que ça vous inspire finalement tout ce qu'on a entendu? Alors, on a parlé de plein de choses, on a parlé de communication, on a parlé de cette histoire des données effectivement accessibles à tous. On parlera avec elle juste après des ambassadeurs de l'accessibilité, mais je voulais juste vous entendre avant que vous nous quittiez. Est-ce que vous m'entendez bien là ou pas? Oui, oui, parfait. Ça m'inspire qu'il y a un potentiel incroyable dans notre pays et qu'il est important qu'il y ait un chef d'orchestre. Pourquoi je dis ça? Ce n'est pas encore pour que l'État s'impose ou fasse de l'ingérence, mais
mais qu'on puisse orienter. Parce que ces derniers temps, moi j'ai eu des commerçants qui m'ont appelé parce qu'ils m'ont vu à la télé, qui m'ont entendu à la radio avec cette histoire d'accessibilité universelle. Et ils ont eu affaire à des gens qui étaient je ne sais quoi, quel type d'entreprise, qui les appelait et qui leur vendait de l'accessibilité à 25, 70 000 euros, voilà, sans qu'il y ait aucun contrôle derrière cette boîte. Ils n'ont aucun agrément, ils ne sont connus et reconnus de personne dans notre milieu, mais par contre, ils ont sûrement chopé les lois sur l'accessibilité et ils ont été menacés, des petits commerçants, et qui, pour certains, alors qu'il fallait un truc peut-être à 5 ou 6 000 euros, ont été multipliés par 10. Donc ça, c'est un point où je me dis qu'il faut quand même qu'il y ait quelques réglementations qu'on accompagne. Moi, je suis absolument favorable à ce qui a été dit sur la communication, la formation. C'est quelque chose qui, pour moi, est fondamental. Et je rajouterais même la sensibilisation. Parce que ce qu'on fait, nous, dans les écoles, c'est de la sensibilisation. Donc, avant de rentrer dans un domaine de formation ou de communication, il faut déjà préparer un peu le terrain, quoi. Parce que je vois bien que les médias, ces sujets-là, ce n'est pas forcément des sujets qui les intéressent. On peut parler de plein de choses. Il y a des émissions sur les logements, sur le réaménagement des logements, mais à aucun moment, quand je regarde certaines émissions, on parle de la notion d'accessibilité universelle, comme quoi c'est un plus. Donc, on va faire les décorations d'intérieur. Donc, si on peut peut-être voir un peu ces producteurs d'émissions en leur disant, ça serait peut-être bien de mettre une petite touch sur l'accessibilité universelle. Quand vous mettez vos codes couleurs, expliquez que pour les déficients intellectuels, eh ben ça aussi, c'est une forme d'accessibilité, que sur la signalétique, c'est de l'accessibilité, que peut-être les consignes, le facile à lire et à comprendre, c'est de l'accessibilité. Donc voilà, élargir le spectre de l'accessibilité sur du quotidien pour des personnes qui ont évidemment certaines déficiences sur des sujets. Et moi, je reviens aussi sur cette notion de loi. Parce que pour moi, il y a aussi une notion de symbolique. Et je le dis régulièrement quand je prends la parole sur les sujets. À partir du moment où on crée une loi et qu'elle démarre par « en faveur de », toutes les lois sur le handicap que j'ai vécues depuis que je m'intéresse au sujet commencent par « en faveur de ». Et moi, je me pose toujours la question, est-ce qu'une loi est une faveur ou c'est un droit? Si c'est une faveur, pour moi, ça m'embête. Parce que ça veut dire qu'inconsciemment, on peut s'autoriser à ne pas appliquer la loi, puisque c'est une faveur. Par contre, si on retire le mot faveur et que c'est un droit, alors dans ces cas-là, je pense que dans l'inconscient collectif, auprès de chacun, que ce soit nos politiques, tous les acteurs du monde de l'accessibilité, ça va être beaucoup plus clair. Donc je pense qu'il faut aussi éclaircir sur les prochaines réglementations ou lois sur le sujet du handicap, de ne pas mettre ce mot qui a l'air bienveillant à la base, à l'origine, mais qui est pour moi redoutable. Voilà. Là, ouais. Mais la sémantique est importante et je me souviens qu'on en avait parlé. Ouais, c'est ça. Exactement. On avait évoqué pour moi, c'est important parce que les lois évoluent, mais ce mot-là reste. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Pour rebondir sur ce que vous disiez à l'instant, aujourd'hui, la FPAPH, et Sandra pourra en dire un mot juste après, est finalement aujourd'hui une structure qui vient fédérer de vrais professionnels, effectivement, et c'est là où on a besoin, en tout cas l'association a probablement besoin de communiquer sur le sujet, parce qu'effectivement, oui, d'expérience, moi je sais qu'il y a des commerçants aussi dans mon entourage qui se sont fait, qui ont été sollicités par des entreprises peu scrupuleuses. On est complètement d'accord. Et puis sur l'autre point sur lequel je voulais réagir, c'est effectivement, voilà, je pense qu'il faut, et ça passe par la médiatisation du sujet du handicap, et Mathieu pourra en dire un mot aussi tout à l'heure, parce que effectivement, à partir du moment où on verra plus le handicap chez Stéphane Plaza, par exemple, effectivement, on pourra... en tout cas, on aura quelque chose d'un peu plus qui va évoluer dans notre société. Et l'exemple qui, moi, me vient en tête, c'est l'exemple d'Éric Brun-Sanglard, qui est architecte, décorateur d'intérieur et non-voyant. Et c'est ce type d'exemple, en tout cas, qu'il faut, selon moi, mettre en avant. En tout cas, merci beaucoup, Riyad, pour votre présence. Mathieu, tu veux peut-être dire un petit mot ? Oui, merci. En effet, merci, Riyad, pour ce témoignage. Merci déjà à tous pour vos premiers retours. Alors, un point sur l'accessibilité numérique, tout de même, tu le soulignais tout à l'heure, Nicolas, en évoquant l'accessibilité du site
Access Libre et du dispositif Access Libre. Ça sera un sujet qu'on traitera lors d'un futur webinaire spécifiquement. On fera un focus sur l'accessibilité numérique précisément. Mais déjà, à ce stade, on peut également peut-être recueillir le sentiment sur ce qui a été partagé jusque-là par Jean-Paul Mignard, qui est avec nous et qui est entrepreneur également sur ces questions d'accessibilité et qui souhaitait nous partager certains éléments. Jean-Paul, bienvenue. Jean-Paul est donc membre de la FPAPH et fondateur d'une société qui s'appelle Axol. Jean-Paul, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Merci Nicolas. Tu ne me l'as pas posé, mais je vais répondre à ta question. La loi, où en est-on aujourd'hui de 2005? Juste deux petits commentaires pour moi. La première, c'est est-ce qu'on a besoin de lois supplémentaires? Pas nécessairement. Il faut déjà commencer par les faire appliquer, ce qui est un mal un petit peu français aujourd'hui. À la fois par le contrôle et pouvoir l'État puisse se donner les moyens de contrôler, parce que c'est ça un des éléments clés, je crois. On parlait de formation. Il y a un élément dont on souffre également, c'est que même si du matériel est en place, la vraie question, c'est la maintenance de ces matériels. Combien de fois n'ont-on pas vu des élévateurs PMR qui soient hors service, par exemple? Donc, c'est la formation et la responsabilité sur la maintenance des matériels qui sont mis en place. Et puis surtout, comme l'évoquait Yann tout à l'heure, tout est lié aussi à la bonne volonté des acteurs et des opérateurs et de remettre l'humain au milieu de tout ça. Et le questionnement classique, c'est très bien, vous êtes un opérateur de RP, mais si demain vous étiez concerné personnellement, si c'était quelqu'un de votre famille, est-ce que vous auriez la même réaction qu'aujourd'hui en disant on peut attendre, ça coûte cher, etc. Voilà, donc c'était juste mon propos liminaire. Ce que je souhaitais, donc, je dirais au nom également de l'association des professionnels, c'était vous donner un éclairage sur un peu cette vision que nous avons en tant qu'acteurs quotidiens de l'accessibilité et sur l'exemple du logement et de l'accès au logement, et qui peut être également duplicable de la même façon pour les ERP. Donc, ce que je propose de faire pour appuyer mon propos, c'est de partager quelques éléments de présentation. J'espère que vous les voyez, de façon à appuyer sur un des éléments clés, qui est la garantie de la mobilité verticale. Et on a un lien entre l'aménagement du logement, les logements adaptés, mais l'accessibilité à ces logements. Et ça, c'est un des éléments clés. Alors, pour répondre à ce qu'on évoquait tout à l'heure, l'accessibilité au logement, depuis 2005, il y a plusieurs lois et décrets qui sont mis en place et qui ont permis d'avancer. Alors, évidemment, la loi du 11 février, avec des règles pour la construction de neuf et travaux dans l'ancien. Ce qui est important également, c'est le le droit d'accès au logement et la faculté pour quelqu'un de s'opposer, de demander un accès à son logement, les aides à l'investissement qui ont été mises en place. La loi Elan, on l'a évoqué tout à l'heure, Juillet a insisté dessus. Effectivement, il y avait un logement de 20% des logements neufs accessibles. Mais également, il y a un point qui est important, qui était lié par l'ordonnance notamment d'octobre 2019, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus à demander l'autorisation d'une copropriété ou d'un syndic pour faire des travaux dans le privé. On doit simplement informer. Ceci étant, il y a toujours la possibilité que les éléments soient bloqués. Et puis, il y a la loi LOM qui est intervenue également en décembre 2019, qui est importante pour l'aménagement, l'orientation des mobilités dans l'espace public, mais qui ne prend pas en compte la mobilité verticale, qui traite la mobilité horizontale, le déplacement horizontal, mais pas la mobilité verticale, notamment l'accès au logement. Alors, tout ça, ça veut dire qu'évidemment, nous avons des subventions, nous avons des aides qui existent aujourd'hui pour l'accessibilité et le maintien à domicile, entre la TVA réduite sur les équipements et sur les travaux, entre la PCH, l'ANA et autres, les crédits d'impôt, des subventions, il est prêt pour autour du 1% logement, et puis, bien entendu, l'action logement avec, je dirais, la subvention de 5 000 € pour les aménagements de salles de bain. Alors, ces aménagements, aujourd'hui, se développent, vont bon train pour l'aménagement des logements adaptés. Et le gouvernement a lancé fin 2020 une mission pour pouvoir remonter une douzaine de projets pour pouvoir avancer sur la loi
grand âge et autonomie, et en particulier identifier quels étaient de nouveaux moyens qui pourraient être nécessaires de façon à pouvoir adapter encore mieux les logements. Force est de constater aujourd'hui que, d'après les informations que nous avons, c'est que ce projet, pour le moment, est mis entre parenthèses, et en particulier à cause de à cause du Covid-19, et ce projet risque d'être repoussé de quelques mois minimum. Lorsqu'on regarde les Français aujourd'hui, on sait qu'on a environ 85% des Français qui souhaitent vieillir à domicile. Plusieurs questions. De quel domicile parle-t-on? Est-ce qu'on parle du domicile dans lequel ils ont toujours vécu, auquel ils sont habitués, dans lequel ils ont un souvenir? Ou est-ce que c'est un domicile qui n'est pas un logement collectif, type EHPAD ou autre, donc un logement individuel, mais qui les oblige à un déménagement? Donc le domicile, qu'est-ce que c'est? Ensuite, lorsqu'on parle d'accessibilité au logement, et lorsqu'on prend en compte la loi telle qu'elle, loi 2005, on a vu tout à l'heure, on parlait de logement neuf, logement avec travaux. Mais si on n'a pas de travaux qui sont prévus d'accessibilité dans son logement ou dans son immeuble, dans lequel on a toujours vécu, il n'y a pas de gros travaux prévus, donc il n'y a aucune obligation en termes d'accessibilité, il n'y a pas de financement qui sont disponibles, et il peut y avoir des blocages d'aménagement suite à des refus qui sont motivés par le syndic. Ça, c'est la situation dans laquelle se retrouvent un certain nombre de Français qui peuvent être des personnes âgées, bien sûr, mais des personnes handicapées. Alors, quand on prend l'exemple, parce que j'ai très peu de chiffres sur le logement et handicap, j'en ai récupéré un peu plus sur tout ce qui est des personnes âgées. Il y a quelques chiffres qui sont vraiment significatifs aujourd'hui. On a 4 Français sur 10 qui vivent en habitat collectif, en moyenne. Pour les personnes âgées, en bas à gauche, pour les personnes âgées retraitées, on sait qu'on a aujourd'hui un tiers des locataires d'appartements qui sont dans des appartements sans ascenseur, et qu'on a plus de la moitié des locataires d'appartements sans ascenseur dans le parc social, donc tout ce qui n'est pas effectivement habitat privé, et tout ça effectivement pour les retraités. Lorsqu'on regarde les attentes des Français en disant « vous voulez rester le plus longtemps possible chez vous, quelles sont les choses que vous souhaiteriez en priorité adapter ?» La salle de bain vient en premier point, effectivement. Mais que ce soit en appartement ou que ce soit en logement individuel, en maison individuelle, globalement, l'accessibilité, c'est le deuxième point, devant les sanitaires, devant la cuisine, devant le lit. Donc vraiment, l'accessibilité à son logement, c'est un point absolument essentiel tel que vous le voyez aujourd'hui. Ensuite, Julien évoquait tout à l'heure le parc de logements que nous avons aujourd'hui en France. On parle de la loi Elan, adaptation des logements, etc. Bon, il faut savoir qu'avant la loi Elan, sauf erreur, un ascenseur était obligatoire à partir du 4e étage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on regarde l'ensemble du logement en France en immeuble collectif, tel que vous le voyez ici, vous avez 90% de personnes qui vivent dans des immeubles de 2 étages sans ascenseur. Vous en avez 3 étages, 75%, et 65%, 4e étage sans ascenseur. Alors, évidemment, c'est toute population confondue, et là, je n'ai pas les répartitions entre des personnes âgées, personnes handicapées, et autres. Mais force à parier qu'il y a un grand nombre de personnes aujourd'hui qui font partie de ces 75% de logements en immeuble, 2 à 4 étages, et qui n'ont pas d'ascenseur. Alors aujourd'hui, ce n'est peut-être pas un problème, mais l'accident de la vie, un AVC, peut très rapidement compliquer les choses. Alors que fait-on avec tout ça? Quand on regarde, alors oui, dernier point important, on parle de logement avec ascenseur, ou d'immeuble avec ascenseur. Là, ce que je vais vous montrer, c'est de la réalité et véritablement du vécu. Voilà des logements qui sont réputés avec ascenseur. Vous avez un immeuble avec 4 marches pour accéder au hall dans lequel vous avez des ascenseurs. Vous avez en haut à droite un immeuble sur lequel vous avez, dans l'escalier, vous avez un ascenseur qui permet d'accéder après 3 marches, et dans lequel, évidemment, on ne peut pas rentrer. Si une personne est en fauteuil roulant, elle ne pourra pas du tout accéder à cet ascenseur. Et je ne parle pas des ascenseurs au demi-palier, sur des paliers intermédiaires, ou bien des immeubles dans lesquels on a, fort heureusement, je pense à des vieux immeubles haussmanniens parisiens, pour ceux qui connaissent, dans lesquels on a réussi à loger un petit ascenseur dans le cœur de l'escalier, mais qui convient à 2 personnes debout simplement. Donc le jour où on a un accident de la vie, effectivement, on se retrouve cloisonné chez soi.
Ça, c'est la réalité. Donc, ça veut dire que ce nombre de logements avec ascenseur est à minorer de cette réalité de terrain aujourd'hui. Alors, le maintien à domicile, effectivement, c'est un souhait légitime. Mais, tel qu'on le voit, on a un parc de logements existant qui est en grande partie non accessible. Il y a une volonté gouvernementale d'avancer, d'aménager, mais tenons compte du temps parlementaire, du temps gouvernemental pour finaliser une loi, et puis surtout le délai de l'application de cette loi et les moyens de son contrôle, confère la loi de 2005 sur laquelle on est toujours aujourd'hui. Et puis, chose sur laquelle on n'a absolument aucune visibilité aujourd'hui, ça va être l'impact de la crise de Covid sur les finances publiques et les futurs arbitrages budgétaires que l'on pourrait avoir à moyen et à long terme. Et effectivement, entre ce qui est imaginé aujourd'hui et ce qui va s'appliquer, personne ne sait. Aujourd'hui, et là, on a des personnes âgées et handicapées, est-ce qu'elles ont la volonté ou est-ce qu'elles ont les moyens de déménager pour rester à domicile, mais dans un autre logement qui n'est pas leur logement personnel et historique? Et la pandémie qui dure aujourd'hui accentue en plus cette sensation de confinement et impact psychologiquement. Ça veut dire que derrière ça, on n'a peut-être pas 2 ans, 3 ans, 4 ans à attendre, mais on a des personnes qui peuvent être en situation aujourd'hui de fragilité du fait de ce confinement. Donc, notre vision, c'est que pour réussir le pari du maintien à domicile, il est plus que jamais aujourd'hui indispensable, certes de créer et de maintenir la chaîne de déplacement, et quand on voit la chaîne de déplacement, on est véritablement sur la partie horizontale, mais la mobilité verticale, idéalement, quand on le peut en totale autonomie, et si on ne le peut pas, on ne le peut pas effectivement, et comme l'évoquait Sandra tout à l'heure, avec des mesures alternatives rapides à mettre en œuvre, économiques. En gros, le résumé et la synthèse que l'on a au sein de l'association, c'est essayons d'agir avec pragmatisme, audace, et je rajouterai en plus le côté humain qui est essentiel et qui nous anime tous. Alors, il y a des solutions alternatives, ce n'est pas exhaustif, c'est simplement quelques exemples pour faire réagir par rapport à ça. Effectivement, vous avez quelques marges de vent, il y a des élévateurs PMR, il y a des plateformes monte-escalier qui peuvent se mettre en place, effectivement. Des sièges monte-escalier à l'extérieur, à l'intérieur. Il y a des systèmes avec des rampes qui peuvent être permanentes. Tout ça s'adapte en fonction de l'espace qui est disponible, en fonction des risques de sécurité et d'incivilité, surtout si on a ces équipements qui sont en partie sur la voie publique. C'est des solutions aussi mobiles, autonomes, avec assistance, que ce soit des dispositifs pour monter les escaliers ou des rampes qui sont amovibles, qui ont l'intérêt de pouvoir être déplaçables et utilisables sur divers points de franchissement à l'intérieur d'un même bâtiment. Dernier point, et ce qui est important, c'est le coût. On évoquait le coût tout à l'heure, les moyens d'acquisition. Il y a des aides, il n'y a pas nécessairement des aides. Aujourd'hui, il y a des solutions extrêmement nombreuses pour pouvoir faciliter ces acquisitions. Alors, c'est certes l'achat de matériel. Il existe aujourd'hui des solutions de location courte durée. Il existe aujourd'hui des solutions également de location longue durée sur ces matériels avec une facturation comme une voiture, c'est-à-dire qu'on peut le financer sur 4 ans et en ayant simplement un règlement mensuel, une location mensuelle. Et puis, il y a des solutions innovantes qui existent. Juste un exemple en Île-de-France qui est en train de se développer, c'est une prestation full service pour des interventions ponctuelles. Donc, c'est un collectif qui a monté une société d'économie sociale et solidaire qui s'appelle Solutions Assistance Mobilité Verticale et qui intervient en cas de panne d'ascenseur sur appel et en particulier sur de l'habitat collectif, sur des situations en ce moment de 10-12 étages pour permettre à des personnes d'accéder aux soins et de façon mobile avec ce type de matériel. Donc, les solutions existent, nombreuses et variées. Merci Jean-Paul. Voilà, je finis. Merci. Donc, juste les derniers points. Donc, la mise en œuvre, il faut effectivement des solutions, des démonstrations sur site, une installation qui est réalisée professionnellement, des formations, des contrats de maintenance. Tout ça, ça peut être réalisé que par des professionnels, effectivement. On l'évoquait tout à l'heure. Habilités, et en particulier les membres de l'association. Dernier point, et pour finir, notre proposition, c'est mettre fin ensemble à des situations de confinement dans des logements adaptés, parce que c'est vers ça que l'on risque d'aller.
retrouver avec des logements parfaitement adaptés, mais des personnes qui sont confinées, qui peuvent venir et qui ne peuvent pas en sortir de façon autonome. Merci, merci beaucoup Jean-Paul en tout cas Voilà. pour cette présentation complète. Mathieu, Béatrice, je vais vous laisser enchaîner parce que je sais que vous allez nous parler d'un projet qui est finalement assez proche de ce que, en tout cas qui est dans la continuité de ce que vient de nous présenter Jean-Paul. Merci Nicolas. Donc, fort d'un constat, et tu l'as très bien dit Jean-Paul, que le logement est une question aujourd'hui centrale, parce que vivre dans son propre logement est un puissant symbole d'autonomie. La question de son adaptation est essentielle. Les nécessités du maintien à domicile imposent que l'habitat puisse s'adapter aux besoins de ses et son occupant, mais pas que. Il y a aussi un besoin de travailler sur l'extérieur et le cheminement pour se rendre au logement et aux parties communes, avec des coûts maîtrisés et novatrices. Nous proposons notre expertise donc avec la PHPP au service des promoteurs immobiliers pour une réelle adaptation des logements avec des solutions surtout innovantes, comme tu l'as dit aussi Jean-Paul. Car en France, nous avons la chance d'avoir de belles startups et entreprises innovantes. Et je finirai par vous dire que les solutions apportées aux personnes en situation de handicap profitent à toutes et tous. Je vais prendre quelques exemples. Le SMS, qu'aujourd'hui nous utilisons tous, les portes coulissantes, les télécommandes de nos télévisions. Aujourd'hui, personne ne se passerait de ces belles innovations. Et je vais laisser Olivier Denay continuer donc notre projet de la PHPP, donc d'être vers un logement universel et innovant pour tous. Oui, bonjour Béatrice, bonjour à tous. Effectivement, Olivier, oui. Bonjour Nicolas. Merci de me laisser la parole. Donc, effectivement, nous avons travaillé avec Béatrice. Vas-y, Olivier. Tu m'entends pas? Allô, allô? Si, tu m'entends? C'est bon? Oui, on t'entend, nous, Olivier. On t'entend. Si, vas-y, tu peux y aller. On t'entend bien, Olivier. Pas de souci. D'accord, je vous remercie. Donc, effectivement, avec Béatrice, on a développé un concept de logement universel. On a travaillé sur un cahier des charges. On accompagne aussi les collectivités en tant d'expertise d'usage sur la question du handicap. Il n'y a pas que le logement aussi qui est centralisé. Il y a tout un environnement pour mettre un logement universel, pour accueillir des personnes en situation de handicap là-dessus. Le constat, c'est quand même 20% de la population, 12 millions de personnes qui sont en situation de handicap, même d'autres personnes, même nous, et qui sont valides. On a eu un moment de notre vie. Donc, on s'est retrouvé en situation de handicap temporaire, lié soit par rapport à une maladie ou lié par rapport à des fractures. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu rebondir sur la question de l'accessibilité et l'universalité, si vous voulez, sur le logement. Aujourd'hui, on avait proposé, même j'avais proposé à des députés, qu'on a été conviés donc à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a la loi Pinel. La loi Pinel représente uniquement le logement. Pourquoi pas inciter une défiscalisation sur un logement pour accueillir une personne en situation de handicap aussi. Donc voilà, ça c'était le premier constat. Deuxième constat, vous savez que la PHPP a organisé plusieurs événements, dont à l'Assemblée nationale, on avait organisé donc les États généraux du handicap. Yann Jondeau était invité, il est présent au niveau de notre webinaire ce matin. On a vu que c'était difficile, si vous voulez, de circuler, c'était parcours du combattant pour pouvoir accéder à l'estrade. Donc le constat, c'est aussi dans nos institutions françaises. Malheureusement, il est difficile, c'est le parcours du combattant. On l'a vu, Mathieu, avec Otto, qu'on a été convié, si vous voulez, avec les parlementaires, que c'était le parcours du combattant de pouvoir se déplacer aussi dans nos institutions. Donc, on est force de proposition, si vous voulez, pour apporter notre expertise d'usage. Donc voilà, avez-vous des questions ? On va les prendre au fur et à mesure. Merci Olivier en tout cas pour cette petite présentation. Et Sandra, est-ce qu'on a justement, avant de laisser un dernier mot à nos invités, est-ce qu'on a des questions, Sandra, dans le chat ?
Peut-être que du coup, Yann peut nous parler de l'accessibilité des ambassadeurs. Bah, écoutez, avec un grand plaisir, hein. Donc, moi, c'est très important d'écouter et je trouve qu'on arrive tous à la même conclusion. En fait, on parle beaucoup de lois, on parle beaucoup de bâtiments, mais en fait, ce qui nous importe le plus aujourd'hui, c'est l'usager. C'est la personne qui va pouvoir bénéficier de toutes ces actions-là. Bien évidemment, beaucoup de choses se font, mais comme je vous dis, il manque toujours cette notion de communication. Je rappelle, hein, les ambassadeurs de l'accessibilité, hein, des services civiques, hein, c'était 2 binômes de jeunes personnes qui allaient vers les gestionnaires de RP pour un petit peu les orienter et les aider à avoir une notion de l'accessibilité dans le côté très positif, je dirais, et ce qui était très bien. C'était organisé de façon à pouvoir avoir cette facilité. On s'est bien rendu compte, parce qu'on est sur un territoire expérimental, hein, la Bretagne et en particulier le Morbihan. Je suis ambassadeur des ambassadeurs de l'accessibilité nommé par Sophie Cluzel, donc j'ai bien suivi le protocole. Et en fait, il nous manquait vraiment cette proximité. Sur le département du Morbihan, on met en place aujourd'hui des référents d'accessibilité au sein des conseils municipaux. Ça, c'est vraiment très, très important parce que ça fait un vrai relais. Tout à l'heure, vous avez beaucoup parlé les uns et les autres, hein, Jean-Paul, Madame Zucker, des moyens qu'on peut donner, par exemple, pour l'acquisition d'une douche, hein. Il faut savoir que, pour être très, très concret, sur ma commune, sur 400 personnes en situation d'âge, 15% ne se lavaient plus parce qu'ils avaient peur de rentrer dans la douche, dans la baignoire, et très peu savaient qu'on pouvait subventionner, au moins sur notre territoire, parce qu'il faut avoir aussi cette notion que les subventions ne sont pas les mêmes selon les territoires, à 80%. Il faut bien imaginer ce que ça représente. Ça représente 15% de personnes qui se lavaient plus sur la grande toilette parce qu'ils avaient peur. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est ça qu'il faut toucher aujourd'hui. Le référent accessibilité qu'on essaye de mettre en place et que j'espère on pourra mettre en place sur tout le territoire national à travers toutes les communes, c'est 36 000 personnes, 35 000 personnes qui pourront être en contact direct avec ces usagers. L'idée, c'est vraiment de pouvoir non pas en faire des professionnels de la communication et ce que disait Jean-Paul et que vous dites tous, des personnes vraiment pointues sur chaque action, mais des facilitateurs avec des numéros de téléphone. On travaille avec les DDTM, hein, Direction départementale des territoires, nos préfectures, pour justement pouvoir maintenant réunir ces personnes-là. Alors, je vais assez vite parce que je sais que tout le monde est un peu pressé, mais c'est important. Il faut savoir que la loi fait qu'aujourd'hui, les EPCI, hein, donc les comités de communes, les agglos, de plus de 5 000 habitants, ont une commission accessibilité. Nous, on a vraiment fait le lien avec ces EPCI, hein, ces structures, pour qu'ils aient un rapport avec leur référent communal et de façon à permettre vraiment un passage de toutes les informations qui ont un rapport avec l'accessibilité, du logement jusqu'au portage de repas, jusqu'au maintien à domicile. On y travaille vraiment et c'est quelque chose qui se met en place. Je ne veux pas tarder parce que je sais que d'autres personnes vont en parler et je trouve très, très intéressant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, si on arrive à mettre en place ce que disait Jean-Paul tout à l'heure et Mme Zucker, il y a assez de lois, mais il faut que les gens puissent les connaître et puissent en bénéficier réellement. Et les ambassadeurs de l'accessibilité ont vraiment aujourd'hui une vocation à continuer, mais avec des relais qui leur permettent de pouvoir continuer. C'est très difficile pour 2 jeunes de 25 ans de rentrer dans un restaurant, et j'espère qu'ils ouvriront très vite, et dire au moment du midi au gestionnaire du restaurant, tiens, voilà, on te propose tout ceci. Non, il faut qu'ils soient accompagnés sur les communes. Et juste la dernière chose, pour parler des ERP, il faut savoir qu'il y a vraiment une liste qui est loin d'être exhaustive de la réalité des ERP. Nous, on va faire quelque chose de transversal. On va permettre, à travers ces référents accessibilité communaux, de remonter la réalité sur le territoire et de chaque territoire de la réalité de l'accessibilité de ces ERP. Voilà, merci beaucoup et puis bravo à vous. Merci. Merci Yann, merci parce que ça a vraiment du sens et on le voit bien aujourd'hui au fil des interventions, la communication, la formation, la transversalité, cette visibilité de l'information, d'accessibilité, l'humain qui est important et garder cette proximité avec un certain nombre d'acteurs, notamment à l'échelle d'une commune ou d'un territoire. Et effectivement, ça va nous permettre de formuler. Mathieu, du coup, je reviens vers toi rapidement. Voilà, l'idée de ce webinaire, comme ça avait été le cas sur les précédents, c'est vraiment
de co-construire et donc du coup de formuler des propositions concrètes. Alors tu parlais de l'inscription de cette notion d'accessibilité dans la Constitution et je crois que nos échanges ont vraiment permis en tout cas de mettre en lumière au moins voilà, 3-4 propositions très concrètes qu'on va pouvoir essayer de porter avec celles et ceux qui le font et notamment nos invités pour justement effectivement qu'on se reparle dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans en disant voilà, il y a eu du chemin de parcouru. Oui, tout à fait. Merci Nicolas. Et en effet, cette idée d'inscrire dans la Constitution, c'est pour avoir un chapeau, une veille toujours sur ces questions. Mais comme le disait tout à l'heure également Riyad en amont, c'est qu'est-ce qu'on mettra derrière, et c'est pour impulser une volonté politique et économique sur ce sujet, et surtout comment on accompagne derrière. C'est beaucoup revenu sur les propos de tout le monde. On accompagne sur le territoire. Par des ambassadeurs, comme ça peut être dit, ou des relais, ou des référents accessibilité au sein des conseils municipaux, comme Yann a pu le rappeler. Ça, c'est quelque chose sur lequel on croit très, très fortement. Et peut-être également pouvoir, et c'est Sandra qui en parlait tout à l'heure, mettre en lumière ceux qui ont, entre guillemets, joué le jeu déjà en premier lieu de la loi de 2005 et qui ont avancé sur ces questions-là et qui entourent des bénéfices, y compris économiques vis-à-vis de leur clientèle. Le commerce étant accessible, on peut recevoir toute la clientèle et donc profiter de l'apport économique également de ces clientèles. Alors, est-ce qu'il faut tendre vers un label de ville, un label peut-être des employeurs, quand on parle des ERT, des établissements recevant des travailleurs, qui doivent également se conformer à ces enjeux d'accessibilité? C'est peut-être une piste également, au-delà de sanctionner, et ça semble naturel, ceux qui ne jouent pas le jeu, mais peut-être mettre en avant également ceux qui jouent le jeu et qui en tirent les bénéfices pour qu'ils puissent justement quelque part drainer l'ensemble de la population, emmener l'ensemble de cette population vers cette accessibilité universelle. La preuve par l'exemple et le changement de paradigme, je pense qu'effectivement, c'est des sujets en tout cas sur lesquels on a pu entendre effectivement que voilà, ça avait vraiment du sens. Avant de conclure rapidement, est-ce qu'on a, Sandra, je reviens vers toi du coup, des questions dans le chat ou des gens qui ont réagi, en tout cas tout ce qui s'est dit? Oui, pardon, avec le son, c'est mieux. Effectivement, on a 2 sujets qui ressortent là en termes de questions. C'est celui du dispositif des ambassadeurs, comment le devenir ou comment insister auprès d'une commune pour qu'elle fasse le nécessaire pour engager des ambassadeurs. Donc là, je vais laisser Julia répondre. Et ensuite, le sujet des aides auditives avec le handicap auditif qui malheureusement n'est que peu souvent étudié, examiné lorsqu'il s'agit de rendre accessible de façon universelle son lieu. Donc tout d'abord Julia, puis ensuite Paul, et moi je me permettrai de dire quelques mots sur les 5 grands axes que j'ai pu déceler comme étant ceux peut-être faisant partie d'une conclusion à transmettre en plus haut lieu, peut-être si tu le souhaites Mathieu, pour donner des idées, des pistes, en tout cas issues de ce que nous sommes brainstormés nous tous ce matin. Voilà, Julien. Juste Riyad, j'arrive pas à vous quitter parce que c'est tellement passionnant. Ah, super. Et j'ai envoyé un petit lien. J'ai envoyé un petit lien, je ne sais pas si vous pourrez le diffuser, sur le manifeste de la Cité universelle. Et je pense que ça peut être aussi, à la fin de ta conclusion, un petit truc sympathique qui est assez frais. Et comme on parle de communication, voilà, on a aussi essayé d'axer un peu sur une communication grand public. Positive, en effet, très bien. Merci Riyad. Madame Duquer, peut-être sur la question des ambassadeurs de l'accessibilité. Pour les ambassadeurs, alors effectivement, il y a eu une impulsion qui a été prise à partir de 2017 et M. Jondot en a parlé en tant qu'ambassadeur des ambassadeurs. Il s'est mobilisé beaucoup sur le territoire de la Bretagne. Il y a eu d'autres expérimentations sur le reste du territoire et ces expérimentations ont été possibles en parallèle des actions de M. Jondot grâce à la mobilisation des DDT, des directions départementales des territoires, qui sont les services déconcentrés de
notre ministère, qui ont approché les communes qui leur semblaient les plus pertinentes, elles les connaissent bien, pour mettre en place ces ambassadeurs. On a 2 autres leviers pour continuer à avancer sur ce chantier, puisque, comme le disait M. Jondot, les quelques retours qu'on a sur les territoires qui en ont porté sont des retours positifs. Et donc, il faut qu'on continue à alimenter ce levier-là. C'est un sujet qui est sur la table au niveau du cabinet de la ministre Sophie Cluzel, à voir comment ça peut être porté. Et côté, du coup, accès libre, on le porte. Nous, on se déploie. On cherche à se déployer par territoire et organiser des campagnes de collecte, principalement. Avant de pouvoir diffuser, il faut qu'on puisse collecter. Et on le fait sur des territoires. Et de facto, les ambassadeurs sont présentés comme des leviers majeurs. 1, de sensibilisation aux questions du handicap, et 2, de profiter de ces actions de sensibilisation pour porter cette question de l'information et de la mise à disposition de cette information. Et par ce biais-là, on a un certain nombre de communes là, qui sont en train de se mobiliser et se mettre en ordre de bataille pour recruter des ambassadeurs. Donc, le sujet continue et on espère qu'il y aura un coup de boost de façon plus générale, plus globale, plus gouvernementale pour 2021. Parfait, merci Julia. Et en tout cas, nous, au sein de l'association, pour pousser le message auprès des collectivités quand on les rencontre. D'accord. Là, finalement, on a un cas pratique pour lequel Julien voudrait nous exposer la situation qu'on vit tous là actuellement sur ce webinaire en matière d'accessibilité auditive. Julien, veux-tu nous en faire part? Avec plaisir pour le coup. Alors, j'échangeais par écrit avec Béatrice et Mathieu et Sandra. Je vous prends un exemple. Par exemple, aujourd'hui, on est tous en visio. J'en vois pas beaucoup parmi vous tous qui sont équipés de micro-casques, par exemple. Et on se rend pas compte l'effet de la pollution sonore sur ce genre de webinaire, par exemple. Vous avez certains, on prend les paroles, vous utilisez les micros de vos ordinateurs ou les micros de vos webcams directement intégrés, sauf qu'on entend bien évidemment tout ce qui se passe chez chacun. Et donc la pollution sonore pour des opérateurs qui doivent faire une traduction ou même pour n'importe quelle personne entendante, j'ai envie de vous dire, c'est désagréable pour tout le monde. Ça fait partie des comportements adoptés aujourd'hui avec ce que l'on vit pour des échanges en visio, par exemple. Et le fait d'avoir ce genre de réflexe chacun, bien évidemment, ça amène le confort à tous, que ce soit pour des personnes sourdes entendantes, pour les personnes entendantes, pour d'autres types de handicap. Et c'est ce que j'avais envie de préciser dans le webinaire et le sujet d'aujourd'hui. Je pense que la réglementation, c'est bien. Les réels retours du terrain, c'est toujours mieux. Et en ayant des comportements adaptés à tous, on finit par devenir accessible finalement. Donc je pense que toujours le même problème, je pense, sur le territoire, et ce n'est pas que lié à la France, c'est l'humain, c'est l'égoïsme et le fait de ne voir les choses que de par sa fenêtre. Le fait de prendre du recul sur des situations, on arrive à finalement se détacher d'un sujet et de se rendre compte qu'en réfléchissant correctement sur ce sujet-là, on finit par être accessible. Et pas que pour des personnes en situation de handicap, pour tout le monde. Donc voilà pour mon intervention du jour. Donc là, je voulais vous parler des comportements à adopter lors de webinaires et j'invite tout le monde à s'équiper de micro-casques. C'est très important pour les échanges en webinaire. Merci Julien, parce que finalement, moi qui suis très sensible au son, pour le coup, c'est quelque chose que je n'avais pas forcément en tête. Donc, j'entends bien, j'en prends note, moi de mon côté, mais effectivement, ça a du sens ce que tu dis là. Sandra, du coup, si on peut synthétiser, comme tu nous le disais, tu nous le proposais tout à l'heure, les interventions de ce matin en quelques points, oui. avant que je dise un petit mot de conclusion. Ok, et puis je renvoie un message à Riyad en lui demandant ce lien dont il nous parlait peut-être pour une image positive en fin de webinaire. Je n'ai pas le lien, qui n'hésite pas à me le transmettre, s'il te plaît, Riyad. Et alors, parmi ces 5 axes identifiés, vous me direz si vous êtes d'accord, il y a donc effectivement l'insertion, sans jeu de mots, l'inclusion du sujet de l'accessibilité universelle au sein de la Constitution. Ça, c'est l'un des axes majeurs qu'avait déjà identifié Mathieu et donc la PHPP. Alors, la relance du sujet des ambassadeurs, la relance
l'enrôlement d'ambassadeurs sur le terrain, ambassadeurs d'accessibilité, et notamment auprès des collectivités locales qui ont eu davantage d'initiatives et de possibilités en prise d'initiative ces derniers temps, on l'a vu. Donc, la relance du dispositif ambassadeur de l'accessibilité, donc ça c'est quelque chose de positif et d'enthousiasmant, il me semble. Le dispositif Accès Libre, qui est un outil, une belle base sur laquelle on peut tous, autant qu'on est, profiter des informations pour du coup, les faire connaître et les partager. Avec Jean-Paul, on a vu le sujet de la chaîne de déplacement et de tous ces obstacles entre les lieux rendus accessibles qui n'est toujours pas considéré par tous. Donc la notion de chaîne de déplacement est absolument à avoir en tête. Et pour le coup, il y a encore des zones qui ne sont malheureusement pas encore traitées. Donc des solutions existent. Les solutions sont nombreuses, comme nous le présentait Jean-Paul. Et ces solutions qui apportent de la qualité d'usage pour tous, pour des personnes vieillissantes, pour des personnes handicapées, pour tous. Ce sont des solutions aussi qui sont en général pratiques, certes pragmatiques, souvent moins coûteuses que celles que peut-être on aurait imaginées si on s'était posé à fond la question sur un ERP. Voilà, elles sont duplicables aussi sur les établissements recevant du public et sur les installations ouvertes au public. Donc des solutions qui apportent une meilleure qualité d'usage. Ok, elles ne sont peut-être pas précisément décrites dans la réglementation, mais voyons ensemble comment on peut les déployer plus largement. Voilà, et comment les mettre en lumière, comment les valoriser. Donc ça, c'est un des axes là pour lequel, au sein de notre association, nous avons vraiment l'intention de communiquer vraiment beaucoup plus voilà, pour faire savoir ce qui existe et ce qui marche bien. Ah, merci Riyad pour le lien. Je vais pouvoir partager mon écran pendant que, du coup, Nicolas fait ses quelques mots de conclusion et peut-être aussi d'ailleurs avec Riyad. Voilà, je me tais. Voilà ce que les gens doivent se dire. Le regard... Ah, excusez-moi. Je n'ai pas l'écran. Oui, on l'a pas à l'écran. Je ne sais pas si tu veux le partager. Et on va laisser d'abord un petit message positif et après... Voilà ce que les gens doivent se dire. Le regard que porte la société sur le handicap ne changera jamais. Il serait absurde de croire que construire un monde adapté à chacun, c'est construire un monde pour tous. Ils doivent se dire qu'il y a des frontières difficiles à franchir, des différences impossibles à oublier. Aucun d'eux ne doit penser qu'un simple lieu peut réussir à réconcilier ce que la fatalité a séparé. Ils doivent se dire que dans le monde actuel, il n'y a plus de place pour des victoires collectives. Il serait faux de croire que c'est avec des projets différents qu'on bâtit petit à petit une société différente. Mais nous, aujourd'hui, on veut faire bouger les lignes. C'est avec des projets différents qu'on bâtit petit à petit une société différente. Il serait faux de croire que dans le monde actuel, il n'y a plus de place pour des victoires collectives. Ils doivent se dire qu'un simple lieu peut réussir à réconcilier ce que la fatalité a séparé. Aucun d'eux ne doit penser qu'il y a des frontières difficiles à franchir, des différences impossibles à oublier. Ils doivent se dire que construire un monde adapté à chacun, c'est construire un monde pour tous. Il serait absurde de croire que le regard que porte la société sur le handicap ne changera jamais. Voilà ce que les gens doivent se dire. Et un petit peu d'optimisme, ça ne fait pas de mal. Merci Riyad pour ce partage. Merci Sandra d'avoir techniquement, en tout cas, assuré le partage. Ça a du sens, en tout cas, effectivement, de montrer qu'il y a des possibilités et qu'effectivement, voilà, des projets différents feront de notre société un monde où les différences seront acceptées par chacun et où finalement la différence, la singularité deviendra une richesse et quelque chose de positif. Alors, je vais remercier nos invités, évidemment, pour leur présence ce matin. Yann Jondeau, Julien Zucker, Sandra Bossard, évidemment, pour la FAP. Mathieu, pour l'organisation, en tout cas à l'initiative de ce webinaire. Béatrice sur la partie technique. Évidemment, Riyad, notre grand témoin de ce matin. Et puis vous, en fait, parce que c'est bien d'organiser des webinaires, mais
Mais si on n'a pas de public, en tout cas, ou d'audience pour faire résonner tout ce qu'on s'est dit ce matin, eh bien, on aurait un peu plus de difficultés. Donc, au nom de la PHPP, voilà, un grand merci en tout cas pour votre présence ce matin. On aura la possibilité, je pense que ça a fonctionné, de revisionner ce webinaire avec un replay qui sera disponible dans les prochaines heures et dans les prochains jours. Moi, j'ai été ravi, en tout cas, pour la troisième fois, d'animer un webinaire pour la PHPP. Évidemment, vous retrouverez toutes les informations, Mathieu le disait tout à l'heure, sur le site internet et sur les réseaux sociaux de la PHPP. Et Mathieu, je te laisse le mot de la fin. Moi, en tout cas, je vous souhaite une belle journée. Et puis Alors, merci à toutes et tous pour votre participation. Merci également à Jean-Paul, à Olivier. Merci à Axéo Tadeo de nous avoir accompagnés, bien sûr, sur ce dispositif. Merci à toi, Nicolas, d'avoir animé encore une fois ce webinaire de main de maître. Pour reprendre la question initiale de ce webinaire et peut-être tenter d'y apporter une réponse, c'était 16 ans après, la France est-elle accessible ? La réponse a été donnée, c'est clairement non, mais peut-on continuer à s'apitoyer sur notre sort et regarder nos faiblesses ou nos retards, ou plutôt regarder le formidable potentiel que nous avons en nous, en chacun d'entre nous, dans les entrepreneurs, dans les personnes qui font preuve de conviction politique sur les territoires ou même au niveau de l'État. Mais clairement, la réponse est de basculer sur ce monde positif, sur ces acteurs qui sont convaincus et qui ont envie de faire bouger les choses. Donc, la PHPP est mobilisée pour, vous l'avez vu sur webinaire, créer des synergies entre ces différents acteurs pour faire en sorte que dans les prochains webinaires, les futures années, on puisse dire que la France est devenue accessible, même si le terme accessible, bien sûr, est mouvant, les choses évoluent, les innovations sont là pour nous le montrer chaque jour. Mais clairement, un message positif, et la vidéo que nous a présentée Riyad en fin de ce webinaire l'a démontré, une évolution est en train d'émerger, ce sentiment d'accessibilité universelle, de vivre ensemble, de société inclusive. Et clairement, on appelle toutes et tous à diffuser ce message et peut-être à nous rejoindre au sein de la PHPP pour être demain encore plus forts et plus nombreux à le porter. Et encore un grand merci à toutes et tous pour votre participation aujourd'hui. Très bonne journée. Merci Mathieu, notre responsabilité est collective et je pense que c'est collectivement que nous continuons, qu'il faut qu'on continue d'éveiller les consciences. Donc merci à tous une nouvelle fois et puis on se revoit, on se reparle en tout cas très très vite. Belle journée à tous. Au revoir. Bonne journée, merci. Au revoir.